Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2026 pour la suite de la carrière avec le FC Sud Tyrol. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir ensemble. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu le mercato hivernal. Ça a été un petit peu agité, une très très grosse recrue, un départ pour un très très beau billet, ce qui nous a permis bien, de renforcer l'effectif à des postes dont on avait vraiment besoin. Ensuite, bien sûr, on fera un petit point sur tout ce qui est entraînement individuel pour vous montrer à quel point l'entraînement mis en place fait des miracles et les joueurs sont vraiment sur une très 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 bonne pente. Et bien sûr, on fera le résumé des matchs de la Serie A pour voir si on va réussir à accrocher une place plus haute cette année dans le classement final du championnat. Alors au niveau du mercato, le départ majeur, c'est le joueur allemand Bright Harry MB qui part du côté de l'Udinese pour 2,5 millions d'euros. Rappelez-vous, c'est un transfert que j'avais totalement raté en achetant un joueur qui ne pouvait pas jouer. Il est arrivé pour 2,5, il part pour le même montant, une opération nulle. Ça me fait rentrer un petit peu de cash dans la balance et ça me permet du coup d'axer mon recrutement sur des joueurs dont j'avais vraiment besoin. Tout d'abord, au niveau des joueurs, j'ai eu un gros problème, puisque notre joueur nord-irlandais, Paddy Lane, qui était vraiment sur une très très bonne ascension, il s'est blessé très gravement, une blessure à la cheville, une fracture. Il est blessé à peu près entre 5 et 8 mois, donc quasiment l'entièreté de la saison. J'ai donc dû trouver un remplaçant pour pallier cette blessure majeure de mon effectif. Et je suis tombé sur une très très bonne opportunité de marché, puisque je fais signer Francisco Conceição pour un montant de 3,6 millions d'euros, maximum quasiment jusqu'à 7 avec les bonus. En tout cas, quand je vois une carte pareille dans mon effectif, c'est clairement le meilleur joueur de mon équipe. Et pour ce montant, je me devais d'investir de l'argent au niveau du transfert, mais également aussi un petit peu au niveau du salaire. Et la deuxième recrue, c'est un défenseur latéral pour remplacer l'an prochain Cédric Brunner qui malheureusement va nous quitter librement en fin de saison. Alessio est un joueur qui est plutôt complet, qui a encore, je pense, une belle marge de progression. En plus, il aime les gros matchs, joueur capable d'évoluer à la fois dans l'axe du terrain, mais également sur un côté. Bref, chez nous, on aime la polyvalence. Pour les recherches ciblées, j'ai centralisé mon recrutement, mes demandes de recherche sur deux pôles principaux. Le premier, c'est les joueurs en fin de contrat, parce que j'estime que j'ai encore besoin d'avoir des opportunités de joueurs libres pour dépenser peu d'argent et trouver des joueurs intéressants pour des prix vraiment très faibles. Et ça, à mon avis, c'est une des meilleures choses à faire quand on a un club qui n'a pas beaucoup de finances, en tout cas des finances très importantes. Et ensuite, des joueurs qui sont âgés entre 15 et 30 ans, qui évoluent principalement en Italie ou du côté de l'Europe méridionale. Là encore, il y a des bons petits profils. Et je vais vous montrer tout de suite le type de joueurs que j'ai réussi à dégager en vue éventuellement de les faire signer pour l'année prochaine. J'ai donc créé 3 sélections différentes, une pour les buteurs, une pour les milieux et une pour les défenseurs, de façon à bien garder en tête les joueurs que je vais prioriser pour l'année prochaine. Le joueur que je cible pour ma ligne d'attaque, c'est un joueur monténégrin, c'est Lazar Mijovic, qui est un montant de transfert relativement faible, 700 000 euros seulement. Joueur capable lui aussi d'évoluer sur un côté, mais également en tant que buteur devant, en tant qu'attaquant avancé. Voilà, c'est pas un joueur qui est incroyable, mais je pense qu'à mon avis, pour 700 000 euros par mois, un salaire vers les 60 000, 70 000 euros par mois, ça restera, je pense, une très très bonne opportunité. Ensuite, on avait Ivan Hazon, là c'est un peu moins fort, 24 ans. Bon, c'est vrai que techniquement c'est pas terrible. En revanche, mentalement et physiquement, ça reste intéressant. En plus, c'est très bonne perso. Il est professionnel. Donc là, c'est également une piste que je vais envisager sérieusement si la piste qui mène au Monténégro, malheureusement, n'arrive pas à aboutir. Et ensuite, c'est Ambrosino, joueur italien. Là, c'est encore moins fort, donc un profil que je vais sûrement mettre de côté. Mais pourquoi pas éventuellement dans la rotation pour un petit montant, ça peut éventuellement être, je pense, une option qui peut s'avérer relativement intéressante. Pour les milieux de terrain, là par contre, j'ai une très très grosse envie, c'est Andreas Schaffer. Pour un transfert, je pense, à peu près de 6 millions d'euros. Il est hongrois, il évolue en Allemagne, il a une carte absolument magnifique. Dans le cœur du jeu, ce sera un joueur qui sera resplendissant. Là, le seul problème, c'est qu'il est un peu sensible aux blessures. Mais après, c'est un joueur qui est capable de répéter les efforts, joueur collectif. Franchement, c'est un très très bon profil. Ensuite, on avait Marco Bulat, lui aussi, profil de box-to-box. Gino Infantino, plutôt un joueur polyvalent dans l'aspect création du jeu. Après, ça me paraît quand même très très cher pour le type de joueur que c'est.
Après, les QPN sont très bons, il a 16. Voilà, c'est à mon avis aussi un joueur qu'il faudra surveiller attentivement, mais ne pas dépenser trop d'argent pour ce type de profil. Emil Bohinen, là c'est pareil, ça coûte pas très cher, 150 000 euros par mois. Je me dis que dans la rotation, pourquoi pas. Joueur norvégien, ça peut éventuellement faire le nombre si vraiment j'en ai vraiment l'opportunité. Et pour la partie défenseur, du coup, principalement des joueurs qui vont évoluer sur les côtés. Le premier, c'est Junior Firpo, qu'on connaît bien, le joueur dominicain, qui a une très belle carte. Malheureusement, je pense encore un peu cher pour un joueur de rotation. Ça, on verra si on n'arrive pas à faire baisser un petit peu le salaire. Et ensuite, j'ai le choix avec notamment Tchatchoua, qui est un excellent joueur de côté, qui pourrait éventuellement être un joueur intéressant sur le flanc droit de ma tactique. Bon défensivement, bon également offensivement. Ça reste, à mon avis, un bon choix. En plus, il est polyvalent. Il peut jouer quasiment sur les deux côtés. Donc ça m'attire plutôt pas mal. La dynamique de groupe, on peut dire qu'elle est quasiment excellente. Et quand les résultats sont plutôt bons, quand l'atmosphère au sein du vestiaire est bon, eh bien, ça a un impact forcément très important sur les performances individuelles du côté de l'entraînement, avec de très bonnes notes. Franchement, les joueurs sont vraiment en train de se développer. Le petit Armando Hdini, le petit Vladi, qui est vraiment en train d'exploser véritablement l'an prochain, eh bien on lui fera quasiment une place, pas forcément de titulaire, mais en tout cas on lui fera une place dans une tactique, parce qu'il est important d'avoir des joueurs qui sont formés au club, développés au club, et surtout de pouvoir les voir briller au sein de mon équipe première. Pour les différents entraînements au niveau des postes, rôles et tâches, eh bien j'ai simplement mis en fait le rôle que le joueur occupe sur le terrain, de façon à maximiser et à développer au mieux eh bien, leurs compétences en fonction du poste qu'ils vont occuper. Alors pour les matchs, nous nous étions arrêtés contre l'Inter Milan, je crois, le 29 novembre 2025, avec là encore une prestation dans laquelle on aurait certainement dû prendre des points. Malheureusement, en fin de match, on a pris 2 buts par l'inévitable Rooney Bargi, qui est vraiment excellent du côté de l'Inter Milan. La rencontre avait pourtant bien débuté. On avait marqué le premier but grâce à Alessandro Maliamo. Malheureusement, derrière, Paulinho a marqué le but du 1 partout. On a ensuite concédé un but par Rooney Bargi juste après l'heure de jeu. Romario Barrio, notre box-to-box, a réussi à égaliser. Et malheureusement, en fin de rencontre, on a pris un but terrible à la 97e minute de jeu. Sur un excellent débordement, encore une fois, de Simone Davi, il vient placer la balle dans la surface, un peu cafouillé, et ça revient sur Maliamo qui crucifie Yann Sommer d'une frappe monstrueuse sous la barre transversale. Ensuite, ils vont combiner parfaitement un très bon changement d'aile de Barcola pour Bargi, qui va passer pour Barella, qui remet en retrait. La passe en retrait est impeccable, et but de Paulinho. Les joueurs noirs et bleus vont ensuite marquer. Fratesi, Xalanoglu, Rooney Bargi qui vient placer un ballon astucieusement au ras du poteau du gardien Lino Casten. L'égalisation va se produire sur un débordement de Rares Illier qui va centrer en retrait pour Romario qui vient frapper dans le petit filet opposé. Et en toute fin de rencontre, le petit génie Rooney Bargi va hériter du ballon, se créer un but véritablement tout seul. Il va rentrer et il va frapper, détourné par le défenseur, et ça fait 3-2. Ensuite, on va tomber sur un os, l'équipe de la Roma qui est actuellement leader au niveau du classement avec déjà une avance considérable sur les poursuivants. Et ça a été compliqué. On a subi un but dès l'entrée à la première minute de jeu par Lorenzo Pellegrini. Ensuite, Dovbyk va ensuite marquer le but du 2-0. Et ensuite, on va réussir à réagir grâce à Daniele Casiraghi. Mais après, malheureusement, on a jeté toutes nos forces dans la bataille. Et le milieu de terrain a été très solide. Cristante, Pellegrini, Manu Koné ont été vraiment intouchables au milieu de terrain. Et on n'a pas réussi à sortir un résultat positif de la rencontre. Les joueurs, globalement, individuellement, n'ont pas forcément été très très bons, puisque hormis Casiraghi et Vladi rentrés en fin de match, les prestations ont été relativement médiocres. Ce qu'on peut voir au niveau du réseau des passes, c'est que le joueur central de leur tactique a été Brian Cristante, qui a été élu homme du match. Tous les ballons, en tout cas une grande partie, sont passés par lui. Il a été le véritable organisateur de l'équipe de l'AS Roma. Et d'ailleurs, au niveau de la carte de chaleur, vous allez voir, un jeu extrêmement centralisé, nous vraiment trop disparate. Enfin bref, au niveau de la tactique, on a été largement dominé, voire même surdominé.
S'ensuit ensuite une série de résultats extrêmement positifs contre le club de Cremonense, actuellement 14e au niveau du classement. On vient s'imposer 2-1. Des buts de Maliamo et de Domen nous permettent de réussir une très très bonne performance. À noter aussi le très bon match de notre milieu de terrain avec Rares Ilié sur son côté gauche qui était absolument intenable, capable de faire des passes clés, des dribbles absolument géniaux. Il a été, en tout cas sur le flanc gauche, l'un des détonateurs majeurs de la tactique pour la rencontre. Contre Sassuolo, à l'extérieur, l'équipe qui était montée avec nous l'an dernier en Série A, une équipe qui avait notamment fait un parcours incroyable pour sa première année parmi l'élite avec nous. Match nul, un but partout, un but de notre joueur roumain Rareslier contre un but d'El Bilal Touré. Grosso modo, et pour résumer, deux équipes dans un profil de jeu extrêmement similaire, un milieu de terrain très bien quadrillé par les deux formations, match nul globalement, c'est plutôt respecté et mérité. À la maison, on voit nos supporters contre Salento, on s'impose de 2-1, des buts de Maliamo et de Tribuzzi contre un but d'Amiri sur penalty. Là, on a eu vraiment un excellent James Deasiliki qui a su parfaitement maîtriser l'intégralité du milieu de terrain. Il a redoublé de passes clés, de passes décisives. En tout cas, ça a été vraiment notre joueur majeur au sein de notre effectif. D'ailleurs, vous allez voir au niveau du réseau de passes, il a été absolument brillant puisque de nombreux ballons sont passés par lui et il a su trouver forcément des décalages et de très très bonnes opportunités. On peut le voir ici, c'est le numéro 7, il a combiné parfaitement avec mes joueurs au niveau de la carte de chaleur. Un jeu encore une fois plutôt axial, une tactique, je pense, globalement plutôt très bien organisée. Enfin, sur ce match-là, rien à dire, la victoire, elle est méritée. Contre le Genoa, un match extrêmement compliqué puisqu'on prend un penalty dès le début du match par Malinowski dès la 4e minute de jeu. On va ensuite subir l'expulsion de Simone Davis sur un tacle très violent. On a joué à 11 contre 10 pendant quasiment 70 minutes. Mais derrière, on a su faire preuve d'un bloc extrêmement compact, de résilience. Les joueurs n'ont pas craqué et on vient arracher un match nul plutôt très bon contre l'équipe du Genoa entraînée par ce bon vieux Yapstam. Contre l'Udinese, bon dernier du classement, j'avais vraiment à cœur de prendre des points, mais surtout de remporter la victoire. J'avais lancé une tactique extrêmement offensive avec un maximum de risques. Et on a été surpris par Ryan Kent, le joueur écossais, qui court à la vitesse de la lumière. Il a marqué un but à la 50e et derrière, on a eu toutes les peines du monde à venir égaliser. Heureusement que Alessio Tribuzzi est venu placer un but magnifique en fin de rencontre pour l'égalisation. Sur ce corner très mal dégagé, c'est Kent qui va récupérer la balle. Il va venir s'infiltrer et tirer fort dans le but à terre. Lino Casten est malheureusement battu. Et en fin de rencontre, avec une tactique résolument vers l'offensive, on a Léa Siliki qui va transmettre le ballon à Tribuzzi, le contrôle et la frappe. Et ça fait un partout. On conclut le mois de janvier avec une défaite à l'extérieur contre l'Atalanta, 2-0. Et derrière, on arrive parfaitement à redresser la barre avec une victoire 2-0 à la maison sur Bologne. Les buts ont été marqués par Arreslier et par l'inévitable Adrien Hunou. Beaucoup de matchs pour ce mois de février, 5 rencontres avec notamment des rencontres contre des équipes assez importantes au niveau du championnat. Le premier, c'est la Lazio, actuellement 4e, une défaite 2-0. Les buts ont été marqués par Mattia Zaccagni et par, bien sûr, j'ai envie de dire, l'inévitable jeune joueur et prodige Valentin Carboni, vraiment un excellent joueur. La Lazio, actuellement entraînée par Moreno Longo. Ils ont une tactique en 4-4-2 qui est extrêmement bien rodée. Nous, on a essayé dans la rencontre de mettre, en tout cas, de l'intensité, des tacles et du combat. Malheureusement, ça n'a pas suffi. 30% seulement pour la possession pour nous. Des passes réussies à 80%. Enfin, globalement, la tactique adverse nous a parfaitement anesthésiés. Contre les grosses équipes, on n'y arrive vraiment pas et on n'a pas encore réussi d'exploits notables dans notre carrière. Et contre la Juventus, ça a été encore une fois compliqué. On a marqué un but à la 44e, juste avant la mi-temps. Mais Ricardo Horta, qui avait été fabuleux au match aller, a décidé de nous jouer encore une fois un mauvais tour et de marquer dans le temps additionnel. L'action par côté gauche avec Simone Devi qui passe à Léa Siliki. Le ballon va ensuite être bien travaillé sur le flanc pour Simone Devi qui va centrer pour Casiraghi qui est trouvé tout seul et qui met la balle dans le but de Di Gregorio. Et ensuite Horta va marquer encore une fois un but dont il est un peu spécialiste, une très belle frappe dans la lucarne opposée.
Contre le Torino, il s'est passé quelque chose qui est absolument inhabituel et incroyable, puisqu'on doit notre victoire à Adrien Hunou. Il sait qu'il est sur la sellette, il sait carrément qu'il va partir en fin de saison, et il s'est décidé à nous offrir une prestation remarquable, sa plus belle prestation depuis qu'il est chez nous, une note de 8,4, 2 buts, dont notamment un but qui nous sauve la victoire, grâce à un but à la 94e minute de jeu. Au niveau des prestations globales, eh bien encore une fois, on a été dominé. Par contre, une défense extrêmement solide. Giorgini, Cittadini, Simone Davi et James Leasiliki en numéro 6 devant la défense ont été très très bons et ont vraiment su organiser parfaitement et surtout eh bien, annihiler une grande partie des attaques de l'équipe du Torino. Enfin, on a gagné de façon un peu limite dans le temps additionnel, mais pour une fois que c'est chez nous, eh bien, clairement, on ne va pas se priver. Contre Brianza, malheureusement, ils sont 16e au classement, on aurait dû gagner et on a tout fait pour gagner. Mais hormis James Leasiliki, l'équipe a été trop faible. Les prestations individuelles n'ont pas été suffisantes. Une moyenne, je pense, à peu près de 6,5, 6,6. Enfin, clairement, c'est pas suffisant. Eux, en revanche, ont été beaucoup plus solides. Une très bonne défense centrale, un gardien qui a brillé sur nos 2 seuls tirs cadrés. Globalement, la défaite est quand même logique et même plutôt méritée. Et pour conclure, contre le Milan AC, eh bien, on vient arracher le match nul grâce à Francesco Conceição, son premier but avec nous depuis qu'il nous a rejoints. Les Milanais ont encore une fois pris un carton rouge contre nous. C'était l'an passé, c'était Théo, je crois, cette année. C'est Michael Kayode qui est expulsé juste avant l'heure de jeu. Et bien derrière, malgré le fait qu'on ait joué à 10 contre 11, leur équipe est trop puissante pour nous et nos joueurs ne sont pas encore au niveau. Alors bien sûr, on prend des points contre la grande équipe du Milan AC qui actuellement est bien au classement 2e ou 3e et même tenant en titre du championnat, mais malheureusement, pour l'instant, les grosses équipes, on n'arrive pas encore à parfait. C'est dommage, il manque pas grand-chose, et je suis sûr que la balance, enfin que la roue tourne, va y mettre tourner. Et pour le moment, au niveau du classement, c'est pas si mal. On est 12e à 36 points, on est uniquement à 5 points de la 9e place, ce qui n'est pas un objectif qui est inenvisageable. La tactique, eh bien, même si on l'a modifiée plusieurs fois, eh bien, les joueurs l'ont bien comprise. C'est plutôt un football qui est encourageant. Le changement en 4-3-3 a fait énormément de bien à l'effectif et à l'équipe. Vraiment, on est sur des performances qui sont nettement meilleures. Ça, c'est intéressant. Au niveau du calendrier, il va nous rester 3 mois de compétition avec des matchs très intéressants contre Naples, actuellement en grande difficulté, 9e au niveau du classement. On va essayer d'aller chercher des points contre la grande équipe napolitaine. Ensuite, on va affronter Palerme comme Cremonense. Ça reste relativement accessible. La Fiorentina, Parme, là encore, il y a moyen d'aller prendre des points. Et pour finir, on a uniquement un double match ici un peu compliqué contre l'Inter Milan, contre la Roma, qui sont toujours bons premiers au niveau du classement. Et pour finir, on peut réaliser un très très beau sprint final, puisque Sassuolo, Salento, Genoa et l'Udinese, clairement, c'est largement à notre portée. Au niveau maintenant des stats individuelles, le meilleur joueur du club, on peut le dire, c'est Rares Ilie, notre ailier gauche roumain, avec en 27 matchs, 5 buts, 9 passes D et 3 fois homme du match. Il est vraiment l'un des joueurs les plus importants de mon effectif. D'ailleurs, on va retrouver Adrien Hunou avec 4 buts, et derrière, en buteur, on va retrouver Padilan, qui est blessé depuis maintenant plus de 5 mois. C'est vraiment la preuve que devant, on manque cruellement d'un buteur capable de marquer entre 10 et 15 buts par saison. Là, on est sur un très très gros chantier. Si on veut progresser, on va devoir trouver un mec devant capable d'empiler et d'enquiller les buts. Parce que le palier qu'on doit franchir, ça passe forcément par l'achat d'un très très bon buteur. Les prestations dans l'ensemble au niveau des notes moyennes sont toutes en dessous de 7. J'avais pourtant espoir qu'avec la nouvelle tactique, ça change un petit peu. Bon, après, c'est sûr que le niveau intrinsèque des joueurs, on manque de qualité et forcément, les équipes qu'on joue en face sont normalement meilleures que nous. Puisque au niveau des pronostics, au niveau du classement, si on regarde un petit peu ici la présentation, on est quand même annoncé comme bon dernier avec une cote à 1000 contre 1, d'accord, pour une cote de champion. Ça veut dire qu'on est normalement l'équipe la plus mauvaise au niveau du classement. Ok. Bon, ensuite, si on regarde un petit peu le classement au niveau des XG, on est 12e pour une 13e place. Ça veut dire qu'on ne surperforme pas, qu'on ne marque pas plus de buts que ce qu'on devrait marquer et qu'on n'encaisse pas non plus plus que ce qu'on devrait prendre. Globalement, et pour résumer, on est à notre place, à la 12e place. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera très vite pour la suite et la fin de notre 2e saison parmi l'élite
du championnat italien. Je compte bien évidemment sur vous pour les abonnements qui sont entièrement gratuits, les likes, les commentaires et les partages pour augmenter et maximiser la visibilité et le référencement de la chaîne. Vous retrouverez en description un lien vers ma chaîne Twitch où je fais des lives, pas tous les soirs mais de façon assez régulière, mais également aussi un lien vers mon Discord si vous souhaitez nous rejoindre et venir partager avec nous vos expériences. Et au niveau de la vidéo, quasiment tout de suite maintenant, 2 petites vignettes vont s'apparaître sur votre écran. Si vous souhaitez me rejoindre tout de suite pour une vidéo complémentaire, n'hésitez pas à cliquer, c'est parfait. Allez, ciao!